La porte grinça derrière moi, un son presque inaudible, mais qui résonnait comme un coup de tonnerre dans la salle de conférence immaculée. J'ai inspiré profondément, sentant mes poumons se gonfler contre la pression de mon ventre arrondi. 6 mois de grossesse, 6 mois de vie nouvelle, de réinvention forcée, de douleur et de colère froide. Mes talons aiguilles claquaient doucement sur le marbre poli, chaque pas une déclaration silencieuse. J'avais choisi ma tenue avec la précision d'un général avant la bataille. Une robe noire ajustée, une armure de soie qui soulignait plutôt qu'elle ne cachait la courbe de mon ventre, comme un défi. Mes cheveux étaient tirés en arrière, lisses, impeccables, et mon maquillage discret ne trahissait aucune des nuits blanches. J'étais Marie Dubois, architecte d'intérieur, et aujourd'hui, je n'étais pas une victime. J'étais une lionne défendant son territoire. Dans l'éclairage froid, Julien, mon, enfin, ex-mari, était déjà assis. À ses côtés, Maître Dufort, son avocat, affichait un sourire carnassier. Julien, lui, semblait fatigué, les traits tirés. La tension des dernières semaines, des courriers d'avocats, avait remplacé celle de sa double vie, mais une arrogance sourde persistait dans sa posture. Il a jeté un bref regard sur mon ventre avant de fixer la table polie, un refus lâche de croiser mon regard. C'est la première fois que je le revoyais en personne depuis. Cet après-midi à la clinique Sainte-Martin, un après-midi qui avait tout brisé pour tout reconstruire. Il faut que je vous raconte, mais pas dans l'ordre où ça s'est passé, parce que ce n'est pas comme ça que ma mémoire fonctionne, pas quand la vie vous frappe comme ça. Les souvenirs, ils viennent par vagues, par flash, avec des détails qui se brouillent et d'autres qui restent d'une netteté effrayante. Je me souviens de l'odeur du gel pour l'échographie, froide, clinique, et du parfum doux et entêtant de Sophia. Mais les mots exacts, parfois, ils se perdent. Sophie, ma meilleure amie, avocate elle aussi, et ma bouée de sauvetage dans ce naufrage, m'avait dit un jour, « La paranoïa, c'est juste ton instinct qui te hurle ce que ton cœur ne veut pas entendre. » Elle l'avait dit un matin, un café fumant entre nos mains, les sourcils froncés. Sophie a toujours été comme ça, une vision froide et lucide du monde, même quand le mien tournait sur lui-même. C'était il y a quelques mois, quand les premiers doutes s'étaient immiscés, petits, insidieux, dans mon quotidien avec Julien. Le début de la fin, sans que je le sache encore. Avant ça, notre histoire, elle ressemblait à un conte de fées, un peu cliché, comme on en voit dans les films. On s'était rencontrés à un gala de charité à Paris. Cliché, on le savait, on en rigolait même. Il était analyste financier, brillant, ambitieux. Moi, architecte d'intérieur, ma passion pour les belles maisons, les espaces qui respirent, commençait à être reconnue. On était ce qu'on appelle un power couple. Nos ambitions se nourrissaient mutuellement. C'était ça qui nous plaisait, cette énergie partagée. Le mariage a suivi rapidement, puis, après 2 ans à planifier le futur avec la même ferveur qu'on décorait notre maison de la rue des Tilleuls, la nouvelle que nous attendions. J'étais enceinte. Les 3 premiers mois avaient été un tourbillon de nausées matinales et de joie secrète. Maintenant, à 12 semaines, les malaises s'atténuaient, laissant place à une nouvelle énergie, une sorte de puissance tranquille qui montait en moi. Mon ventre commençait à s'arrondir, je le caressais déjà, avec cette fierté un peu instinctive. L'échographie, un mardi après-midi, devait être le vrai début. Le jour où cette joie abstraite prendrait forme, une image granuleuse, minuscule, mais qui rendrait tout réel. N'oublie pas, à 14 heures, clinique Sainte-Martin, avais-je rappelé à Julien ce matin-là, ma voix vibrante d'excitation. J'avais même préparé sa chemise bleue préférée, celle qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, un bleu ciel d'été. Je ne manquerais ça pour rien au monde, amour, avait-il dit, m'embrassant le front avant de s'éclipser en courant. Le plus grand événement de ma vie. Je l'avais cru. Je voulais tellement le croire, mais depuis quelques mois,
un sentiment diffus et désagréable s'était logé en moi. Une écharde. Julien rentrait plus tard, ses messages devenaient plus courts, plus laconiques. L'intimité facile qu'on partageait avant, les discussions tardives, les dimanches paresseux, tout ça s'était transformé en une distance polie. Il passait des heures sur son téléphone, l'air tendu, impénétrable. Quand je lui demandais ce qu'il regardait, il haussait les épaules. Le travail, des analyses de marché, ça t'ennuierait. Puis il y a eu l'odeur, un parfum doux, floral et musqué, que je ne connaissais pas, qui s'accrochait à ses chemises quand il rentrait tard. Ce n'était pas mon Chanel Indagi 5. C'était quelque chose de plus jeune, de moins complexe. Quand je lui en avais parlé, il avait ri, un rire trop rapide. Sûrement quelqu'un du bureau, Brenda de la comptabilité, met un parfum assez fort. L'écharde s'enfonçait un peu plus profondément. Un relevé de carte de crédit que j'avais ouvert par erreur a révélé des dépenses étranges. Des dîners dans des restaurants chers où nous n'étions jamais allés et une somme importante dépensée dans une bijouterie de luxe, la Perle Rose. Quand je l'avais confronté, son explication avait été trop fluide, presque rehaussée. « Oh, ça, c'était pour l'équipe », avait-il dit, en évitant mon regard. On a décroché le comte Martel. Je les ai invités pour fêter ça. Et le bijou, c'est un cadeau d'entreprise pour la femme d'un client. C'est la procédure normale, ma belle. Tu sais comment ça marche. Je voulais le croire désespérément. Je me disais que c'était les hormones de grossesse, l'anxiété de la maternité imminente qui me rendait paranoïaque. Sophie, elle, n'était pas si naïve. La paranoïa est le cri de ton instinct quand ton cœur refuse d'entendre, m'avait-elle répété. Des hommes comme Julien, beaux, brillants, ils évoluent dans un monde de tentation. Sois prudente, Marie. Garde les yeux ouverts. Elle avait ce don de dire les vérités qui piquent avec une douceur redoutable. La faille ultime, celle que je ne pouvais plus ignorer, est apparue 2 semaines avant l'échographie. Julien était sous la douche et son téléphone, posé sur la table de chevet, vibrait sans arrêt. Un nom s'est affiché, Sophia. Pas Sophia Delacombe ou Sophia Durand, juste Sophia. Et puis, une série de messages sur l'écran verrouillé. Sophia, hier soir, c'était magique. Sophia, je n'arrête pas de penser à toi. Sophia, tu penses vraiment qu'on peut y arriver? Tu as promis. Et le dernier qui m'a glacé. Sophia, à mardi 15 heures. Mardi, le jour de notre échographie. L'air a quitté mes poumons. La pièce a basculé. Les gris et les blancs que j'avais si soigneusement choisis pour notre chambre semblaient soudain froids, stériles, comme une salle d'hôpital. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une trahison si profonde qu'elle me donnait l'impression d'un coup physique. L'écharde n'était plus une écharde. C'était une plaie béante. Pendant une journée entière, j'ai été paralysé par une douleur si immense que je pouvais à peine bouger. Je me suis assise dans la chambre de bébé que nous venions de commencer à peindre, un jaune pâle et serein, et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai regardé le berceau que nous avions monté ensemble, ses rires résonnant dans ma mémoire, et une rage si purement envahie qu'elle a consumé toutes mes larmes. Mais Marie Dubois n'était pas du genre à s'effondrer. Mon père, un homme exigeant mais aimant, m'avait appris que la plus grande force ne réside pas dans le fait d'éviter les tempêtes, mais dans la capacité à les traverser. La douleur s'est transformée en une détermination froide, acérée comme un diamant. Je ne serai pas l'épouse éplorée et hystérique. Je serai l'architecte de ma propre survie. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels. Le premier à Sophie, qui a écouté en silence, stupéfaite, avant que sa voix ne devienne de l'acier. « OK, on va gérer ça. Pas d'hystérie, on établit une stratégie. Qu'est-ce que tu veux faire? »« Je veux être préparé, » avais-je dit, ma voix dénuée d'émotion. « Je veux que tout soit en ordre. Je veux savoir exactement à quoi je fais face. »
Le deuxième appel était destiné à un homme dont Sophie m'avait donné le numéro, Pierre Lambert, détective privé, discret et redoutablement efficace, spécialisé dans la vérification d'actifs matrimoniaux. Pendant les 2 semaines suivantes, tandis que Julien continuait sa mascarade de futur père dévoué, je vivais une double vie. Je souriais, je discutais de noms de bébé, je caressais mon ventre et parlais de notre avenir. Pendant ce temps, ma boîte de réception se remplissait des rapports de M. Lambert. Les rapports étaient dévastateurs de précision. Des photographies de Julien et Sophia, une femme d'une beauté stupéfiante, aux cheveux noirs, une vingtaine d'années, quittant un restaurant main dans la main. Des photos d'eux entrant dans un hôtel de charme parisien. Une copie du reçu de la perle rose. Un délicat collier en or avec un pendentif esmé. Lambert avait même découvert le nom complet de Sophia. Sophia Muller, une jeune diplômée qui avait été stagiaire dans la firme de Julien. Il lui avait apparemment promis monde et merveille, lui racontant une histoire de mariage sans amour, sur le point de s'effondrer, avec une femme qui ne le comprenait plus. Chaque email était un nouveau coup, une piqûre insupportable, mais cela alimentait aussi ma résolution. Je n'étais pas seulement une victime, j'étais une femme qui recueillait des preuves. J'ai tout transmis à Sophie, qui a commencé à rédiger les documents légaux. Ils étaient méticuleusement préparés, citant l'infidélité et demandant la dissolution immédiate du mariage. La requête était agressive, tirant parti de ma connaissance de nos actifs communs et exigeant la pleine propriété de la maison de la rue des Tilleuls, dont j'avais payé l'acompte avec mon héritage. Le lundi précédant l'échographie, les documents finaux étaient prêts. Sophie les a fait livrer à ma maison. J'ai caché la grande enveloppe Kraft au fond de mon sac à main Céline, sous les livres de bébé et mes vitamines prénatales. Elle me semblait d'une lourdeur impossible, comme si elle contenait le poids de tout mon avenir brisé. J'étais prête. Julien prévoyait de réunir ces 2 mondes le mardi. Il ne réalisait juste pas que j'allais en introduire un troisième. La vérité nue, brutale. L'air de la clinique Saint-Martin était chargé d'un mélange unique d'espoir et d'anxiété. Des murs couleur pastel doux étaient ornés de photos encadrées de nouveau-nés souriants. Des couples étaient assis côte à côte, les hommes semblant un peu dépassés, les femmes rayonnant d'une lueur nerveuse. J'étais assise à côté de Julien, un sourire placide figé sur mon visage. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un tambour frénétique de crainte et d'adrénaline. « Excité ?» murmura Julien, me serrant la main. Son toucher me semblait étranger, une violation. Je devais lutter contre l'envie de retirer ma main. « Plus que des mots, » répondis-je, ma voix une imitation parfaite de la mère heureuse et enceinte. J'avais répété cette scène. Je m'étais endurci pour cette performance. C'était le dernier rôle que je jouerais en tant que sa femme. Il me regarda, son expression un masque d'amour et d'inquiétude. « Tu sembles un peu silencieuse aujourd'hui, tout va bien? »« Juste fatiguée, dis-je, d'un petit geste de la main. « Et un peu nerveuse, je suppose. Tout devient si réel maintenant. »« Ça va être parfait, amour. Toi, moi et notre petite merveille, » dit-il, me tapotant le ventre. L'hypocrisie était si stupéfiante qu'elle m'a presque fait rire. J'ai regardé cet homme, mon mari, le père de mon enfant, et j'ai vu un parfait étranger. L'homme que j'aimais était une illusion. L'homme assis à côté de moi était un menteur et un tricheur, un acteur digne d'un Oscar. Marie Dubois annonça une infirmière aimable, Manon. Julien se leva, rayonnant. C'est nous. Il m'aida à me lever, sa main sur le bas de mon dos. Le geste, autrefois source de réconfort, me semblait maintenant une marque. Nous avons suivi l'infirmière dans un couloir menant à une petite pièce faiblement éclairée. Il y avait un grand fauteuil inclinable, un écran et l'appareil d'échographie, un ensemble complexe de boutons et de cadrans. « Installez-vous sur le fauteuil, Marie. La doctoresse sera là dans un instant. Relevez votre chemise juste au-dessus de votre ventre. » Alors que je m'installais dans le fauteuil,
Remontant mon doux pull en cachemire, le téléphone de Julien a vibré. Il le sortit, son pouce glissant sur l'écran. Zut, marmonna-t-il, les sourcils froncés. Désolé, amour, c'est le travail. Un client fait une crise. Je dois passer un coup de fil rapide. Je reviens tout de suite. Je te le promets. Il se pencha pour m'embrasser, mais j'ai tourné légèrement la tête, de sorte que ses lèvres se posent sur ma joue. Dépêche-toi de revenir, dis-je, ma voix plate. Tu ne voudrais pas rater ça. Pour rien au monde. Il répéta son mantra de mensonge. Il s'éclipsa de la pièce et je fus laissé seul dans le silence. L'infirmière avait laissé une bouteille de gel sur l'appareil et je la fixais. Dans quelques instants, ce gel froid serait le conduit vers la première image de mon enfant. Un enfant qui allait maintenant naître dans un foyer brisé. Une larme chaude s'échappa et traça un chemin le long de ma tempe. Je l'essuyai avec colère. Pas maintenant. Reste forte. Les minutes s'étirèrent en une éternité. La sonographe, une femme au visage aimable nommée Manon, entra et se présenta. « Où est le papa? » demanda-t-elle avec un sourire. « Il a dû prendre un appel urgent du travail. Il revient tout de suite, dis-je, le mensonge ayant un goût de cendre dans ma bouche. Au moment où Manon était sur le point de commencer, la porte s'ouvrit. Julien entra, un sourire penaud sur le visage. Désolé pour ça, tout est réglé. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, hésitant dans l'encadrement de la porte, se tenait Sophia Muller. Elle était encore plus belle en personne. De longs cheveux foncés et brillants tombaient sur les épaules d'un trench coat coûteux. Elle était plus jeune que moi, probablement d'une décennie, et avait la peau impeccable et le regard écarquillé de quelqu'un qui n'avait jamais connu de véritables difficultés. Elle tenait une sacoche de créateur, et à son cou, brillant contre sa clavicule, se trouvait le délicat collier en or avec le pendentif S. Elle semblait nerveuse, ses yeux papillonnant de Julien à moi, et inversement. Le temps sembla ralentir. Le bourdonnement de l'appareil d'échographie, l'éclairage doux, les photos de bébés heureux sur le mur, tout cela s'est estompé en un arrière-plan déformé et surréaliste pour ce cauchemar. Mon regard se posa sur Julien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je l'ai juste regardé, mon expression un tableau blanc d'incrédulité et de mépris. Julien, comme un cerf dans les phares, a commencé à bégayer. « Amour, voici Sophia, une collègue de travail. Elle était juste dans le coin et j'ai mentionné où j'allais et elle voulait offrir son soutien, tu sais, en tant qu'amie. Une amie. Le mot était si absurde, si insultant, que c'en était presque comique. La sonographe, Manon, regarda les trois, son sourire professionnel figé sur son visage. L'air dans la petite pièce était maintenant si épais de tension qu'il était à peine respirable. Elle s'éclaircit la gorge. « Allons-nous commencer? » Sophia fit un petit signe de la main gênée. « C'est si agréable de vous rencontrer enfin, Marie. Julien parle tout le temps de vous. » Mes yeux froids comme des éclats de glace clignotèrent vers Sophia. Je ne l'ai pas saluée. J'ai simplement tourné mon regard vers la sonographe. « Oui, s'il vous plaît. Commençons. » Julien, semblant prendre cela pour un signe d'acceptation, guida Sophia plus loin dans la pièce. Ils se tenaient ensemble, un front uni près de la tête du fauteuil. Il avait amené sa maîtresse à la première échographie de notre bébé. L'audace pure, sans atténuation, était à couper le souffle. Manon a pressé le gel froid sur mon ventre. J'ai tressailli, mais mes yeux sont restés fixés sur le moniteur. La sonographe a commencé à déplacer la sonde sur ma peau. Une image tourbillonnante en niveau de gris est apparue à l'écran. Et puis c'était là, un petit scintillement au centre d'une petite forme, une forme de haricot. Thump, 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 thump. Le son a rempli la pièce, le battement fort, régulier, rythmique du cœur de mon bébé. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Et cela se passait au milieu du moment le plus laid de ma vie.
Voilà votre bébé, dit Manon doucement, sa voix une encre douce dans la tempête. Le cœur bat fort, 105 battements par minute. Tout semble parfait. Des larmes ont rempli mes yeux. Mais cette fois, ce n'était pas pour mon cœur brisé. C'était pour la petite vie à l'écran. Une vie qui était la mienne et la mienne seule. À ce moment-là, en regardant ce petit cœur vaillant battre contre toute attente, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour le protéger. Julien, inconscient de la tempête qui faisait rage en moi, était captivé. « Wow! » souffla-t-il, sa main se tendant pour toucher mon épaule. « Regarde ça, amour! C'est notre bébé! » Je retirai sa main comme si c'était une araignée. Après quelques minutes supplémentaires de mesures et d'images, Manon sourit. « Très bien, tout est magnifique. Je vais juste vous imprimer quelques photos. Je vous laisse un moment à trois. » La porte s'est refermée, nous laissant dans un silence étouffant, rompu seulement par le bourdonnement de la machine. Julien semblait enfin enregistrer le froid arctique émanant de moi. « Amour, ça va? » Tu n'as pas dit un mot. Lentement, délibérément, je me suis redressé. J'ai essuyé le gel de mon ventre avec la serviette en papier que Manon avait laissée. Mes mouvements étaient calmes, méthodiques. J'ai tendu la main vers mon grand sac Céline. Julien me regardait. Une lueur de malaise, enfin, entra dans ses yeux. Sophia se tenait maladroitement près de la porte, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs dans le monde. Ma main a contourné les vitamines et les livres de bébé. Mes doigts ont trouvé les bords rigides de l'enveloppe Kraft. Je l'ai sorti et l'ai placé sur mes genoux. Ma voix, quand j'ai enfin parlé, était calme, mais elle a traversé la pièce comme un éclat de verre. « Je suis contente que vous soyez tous les deux là, » dis-je, mes yeux fixant ceux de Julien. Cela rend les choses beaucoup plus efficaces. J'ai ouvert le fermoir de l'enveloppe et j'ai fait glisser une épaisse liasse de papier. Je les lui ai étendue. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de confusion. « Ceci, dis-je, mon regard inébranlable, est une demande de dissolution de notre mariage. » Julien a regardé les papiers comme s'ils étaient un serpent venimeux. Son visage est devenu pâle. « Quoi? Marie, de quoi parles-tu? C'est une blague? » « Regarde la pièce, Julien, » dis-je, ma voix dégoulinante de mépris. Ai-je l'air de plaisanter? J'ai ensuite jeté un coup d'œil à Sophia, qui était livide. « Et toi, Sophia, tu voudrais peut-être voir ce que tu as gagné. » La page 7 détaille ses engagements financiers ou leur absence. La page 9 inclut des photographies. Tu es assez photogénique. La mâchoire de Sophia tomba. Ses yeux papillonnèrent des papiers à Julien, un regard d'horreur naissant sur son visage. Je me suis levé, mes mouvements gracieux et stables. J'ai pris une des photos d'échographie fraîchement imprimées sur le plateau où Manon les avait laissées. J'ai regardé l'image de mon enfant, mon avenir, puis j'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé, son visage un masque de choc et d'incrédulité. J'ai placé les papiers de divorce sur le fauteuil inclinable maintenant vide. Sur les papiers, j'ai placé les 2 autres photos d'échographie. Vous pouvez les garder, dis-je, ma voix d'un calme glacial. Un petit souvenir du jour où vous avez détruit notre famille. Sans un autre regard ni pour l'un ni pour l'autre, Marie Dubois, tenant la précieuse image de mon bébé, je me suis retourné et suis sorti de la pièce, laissant le naufrage de mon mariage derrière moi. Le son du cœur de mon bébé résonnait encore dans mes oreilles. C'était le seul qui comptait maintenant. La route de la clinique à la rue des Tilleuls était un flou. Je n'ai pas pleuré. Le temps des larmes était terminé, remplacé par une rage froide et clarifiante. Mes mains étaient fermes sur le volant en cuir de mon Range Rover, mes jointures blanches. Je passais devant des parcs et des magasins familiers, des repères d'une vie qui n'existait plus. Tout n'était que décor, maintenant l'arrière-plan de mon émancipation. Au moment où je me suis garé devant mon allée, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé ma mère ni mon père. J'ai appelé Sophie. « C'est fait, » dis-je, ma voix coupée. « Que s'est-il passé? Tu vas bien? » La voix de Sophie était un pur soutien. « Il l'a amené.
Il a amené la maîtresse à l'échographie, Sophie. J'ai prononcé les mots à voix haute pour la première fois, et la folie pure de la situation m'a submergé. Il se tenait là, à côté d'elle, et il a regardé le cœur de notre bébé à l'écran. Il y eut un moment de silence stupéfait à l'autre bout de la ligne, suivi d'une série de jurons qui auraient fait rougir un marin. Ce type, il est... Je n'ai pas de mots. Où es-tu maintenant? Je suis à la maison. Je lui ai donné les papiers et je suis parti. Bien, dit Sophie, sa voix reprenant son mode avocat. OK, écoute-moi. Il va paniquer. Ensuite, il va devenir fou de rage. Il va appeler, envoyer des SMS, se présenter. Tu ne t'engages pas. Tu m'entends, Marie? Ne le laisse pas entrer. Ne lui parle pas. Toute communication passe par moi. J'envoie un SMS à son avocat en ce moment même, en supposant qu'il en ait contacté un pour l'informer de ça. J'ai appelé le serrurier en rentrant, confirmai-je. Il me rejoindra dans 20 minutes. C'était un détail que nous avions préarrangé. Parfait. Je quitte le bureau maintenant. Je serai là dans 30. Fais un sac, les essentiels pour toi pour quelques jours. On va chez moi. On ne veut pas que tu sois seul quand il se montrera. Je ne quitte pas ma maison, Sophie. C'est ma maison. Je ne le laisserai pas me chasser. Ma voix était ferme. Cette maison était mon sanctuaire, ma création. Je ne la céderai pas. Sophie marqua une pause. D'accord, je comprends. Alors je reste avec toi. Verrouille les portes. Mette la chaîne de sécurité. N'ouvre à personne d'autre que moi. Je suis en route. Comme sur commande, mon téléphone se mit à vibrer violemment. Julien, appel entrant. Je l'ai mis en silencieux. Une seconde plus tard, un message. Julien. Marie, décroche. On doit parler. Julien. Qu'est-ce que c'était, bon sang? Tu ne peux pas être sérieuse. Julien. Tu me fais honte. Tu nous fais honte. Julien. Marie, s'il te plaît, je t'aime. C'est un malentendu. Un malentendu. Le mensonge était si pathétique, si transparent. Je l'ai laissé tomber dans mon sac comme s'il était contaminé. Le serrurier, un homme costaud du nom de Gaston, est arrivé à l'heure. Il a travaillé rapidement et efficacement, sa présence étant un baume apaisant et professionnel. Tandis qu'il remplaçait le pain dormant de la grande porte d'entrée, j'ai traversé la maison. Je la voyais maintenant avec de nouveaux yeux. La photo encadrée de notre mariage sur la cheminée semblait se moquer de moi. Je l'ai décrochée, mes doigts ne laissant aucune empreinte sur le verre froid, et je l'ai posée face contre terre sur une table. La vie qu'elle dépeignait était une fraude. Sophie est arrivée juste au moment où Gaston terminait, portant 2 grands sacs de course et une bouteille de champagne coûteux. Règle numéro 1 des cœurs brisés, annonça-t-elle, posant les sacs sur l'îlot de marbre de la cuisine. Ne jamais traverser ça l'estomac vide. Règle numéro 2, toujours avoir des bulles pour quand tu as fini de pleurer et que tu es prête à te battre. J'ai enfin laissé échapper un petit rire tremblant. Je crois que j'ai sauté l'étape des pleurs et que je suis passé directement au combat. C'est ma fille, dit Sophie, m'enveloppant dans une étreinte féroce. Nous étions dans la cuisine quand les phares ont balayé les fenêtres. La BMW X5 de Julien s'est engagée dans l'allée, les pneus crissant sur le gravier, bien trop vite. Le spectacle commence, murmura Sophie, faisant un pas protecteur vers moi. Un instant plus tard, le bruit d'une clé frottant inutilement dans la nouvelle serrure, puis des coups frénétiques et en colère sur la porte. « Marie, ouvre cette putain de porte! Qu'as-tu fait aux serrures? » Sa voix était étouffée, mais empreinte de fureur. J'étais figé au centre de ma maison, mes bras enlacés autour de mon ventre de femme enceinte. Sophie a posé une main sur mon épaule. « Tu n'as rien à faire. Laisse-le se consumer. Marie, je ne plaisante pas. Laisse-moi entrer. Nous sommes mariés. C'est ma maison aussi. » L'injustice de ces mots. Ma maison. Elle a allumé un feu en moi. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, Sophie me suivant de près. Je ne l'ai pas ouverte, mais j'ai parlé à travers l'épais chêne, ma voix forte et claire. « Non, Julien, c'est ma maison.
L'acompte provenait de mon héritage, un fait clairement stipulé dans les documents que je t'ai donnés. Tu dois quitter la propriété. Il y eut un silence stupéfait de l'autre côté. Il ne s'était clairement pas attendu à ce que je réponde avec une telle précision juridique. C'est insensé, hurla-t-il finalement. Tu es enceinte, tu es émotive, tu ne penses pas clairement, tu ne peux pas me jeter dehors pour une petite erreur. Une petite erreur. Il avait amené son aventure à la genèse de la vie de notre enfant et il appelait ça une petite erreur. Tu dois partir, Julien, répétai-je, ma voix plus froide qu'avant. Toute communication ultérieure se fera par l'intermédiaire de nos avocats. Si tu ne pars pas, j'appellerai la police. Tu ne le ferais pas, se moqua-t-il. Mais il y avait une nouvelle note d'incertitude dans sa voix. Essaye-moi, dis-je. Nous pouvions l'entendre faire les 100 pas sur le porche, marmonnant. Son téléphone a probablement vibré avec un message de son propre avocat, nouvellement embauché, confirmant les instructions de Sophie. Après quelques instants de tension supplémentaire, nous l'avons entendu dévaler les marches. Le rugissement du moteur de sa voiture était en colère et violent, alors qu'il s'éloignait en trombe le long de la rue des Tilleuls. Le silence qu'il laissait derrière lui était profond. J'ai posé mon front contre le bois frais de la porte, tout mon corps tremblant sous l'effet de la chute d'adrénaline. « Tu l'as fait », dit doucement Sophie, me frottant le dos. C'était le plus dur. J'ai secoué la tête. « Non », murmurai-je, me tournant vers mon ami, mes yeux clairs et résolus. Le plus dur ne fait que commencer, mais je suis prête. Cette nuit-là, nous avons bu le champagne, non pas pour célébrer, mais comme un toast à la résilience. Nous avons mangé des pâtes directement dans la casserole et avons parlé de l'avenir. Non pas un avenir avec un homme dedans, mais un avenir avec un bébé, une carrière et une maison qui étaient vraiment et complètement la mienne. Alors que je m'endormais enfin dans mon propre lit, les draps heureusement exempts de son odeur, je n'ai pas rêvé de Julien. J'ai rêvé de la couleur que je peindrais la chambre de bébé, maintenant une nuance audacieuse et brillante d'orange l'hiver de soleil, la couleur d'un nouveau jour. Les jours qui ont suivi la confrontation à la clinique furent une éducation brutale à la mécanique du divorce. La guerre n'était pas menée avec des mots criés par-dessus un porche, mais avec des emails froidement formulés et des frais juridiques exorbitants. Julien, se remettant de son choc initial, a riposté avec force. Il a embauché l'un des avocats les plus impitoyables de Paris, un certain maître Dufour, dont la réputation de tactics de terre brûlée était légendaire. La première salve fut une tentative de me présenter comme une femme enceinte instable, émotionnellement déséquilibrée. Les lettres de Dufour, copiées à Sophie, étaient des chefs-d'œuvre d'insinuation voilée. Elles faisaient en référence à mon état hormonal, à mes actions impulsives en changeant les serrures et à mon refus de m'engager dans une réconciliation raisonnable. Elles exigeaient que Julien soit autorisé à revenir chez lui et proposaient un arrangement de garde conjointe d'une audace risible. Sophie a répondu à chaque attaque avec une précision chirurgicale froide. « Manuel Standard », m'a-t-elle dit en lisant une lettre particulièrement odieuse de Dufour. Il essaie de construire un récit. Nous allons y opposer le nôtre. L'histoire d'un mari calculateur et trompeur dont l'infidélité flagrante ait créé un environnement dangereux et émotionnellement dommageable pour sa femme enceinte. Les preuves du détective privé sont devenues notre bouclier et notre épée. Les photos, les reçus d'hôtel, la facture de la bijouterie, Sophie les a compilées dans un dossier accablant qui rendait les affirmations de Dufour sur une petite erreur absolument ridicule. Mais la bataille juridique n'était qu'un front. Le second front, plus insidieux, s'est ouvert avec un appel téléphonique d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était ma belle-mère, Madame Delacroix. Madame Delacroix était une femme redoutable, la matriarche d'une famille qui valorisait les apparences avant tout. Elle était l'argent ancien et le jugement silencieux. Son affection pour moi semblant toujours conditionnelle à la façon dont je jouais le rôle de la belle-fille parfaite. « Ma chère Marie », la voix de Madame Delacroix était douce comme de la soie, mais avec un sous-entendu d'acier. «
J'étais si peiné d'entendre ce que Bruno, Julien m'a dit. Il est à côté de lui-même. J'en suis sûr, répondis-je, ma voix maintenant neutre. Je sais que les choses doivent être tendues, mais tu es une fille sensée. Tu dois comprendre que les hommes, eh bien, les hommes peuvent être stupides. Julien t'aime. Il aime ce bébé. Un moment d'égarement ne devrait pas être la cause de l'explosion d'une famille. Un moment d'égarement, c'était la ligne du parti, la version aseptisée des événements sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord. Madame Delacroix, dis-je, ma patience s'amenuisant. Ce n'était pas un moment d'égarement, c'était une liaison calculée, à long terme. Et il a amené sa maîtresse à mon échographie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y eut une forte inspiration à l'autre bout. Il m'a dit que c'était une collègue de travail qui offrait son soutien. Vraiment? Eh bien, il a menti, tout comme il m'a menti pendant des mois et à vous, apparemment. Le ton de Madame Delacroix est passé de la sympathie condescendante à la déception glaciale. Je pense que tu laisses tes émotions te submerger. Tu as un devoir envers cet enfant, envers cette famille, d'essayer de surmonter cela. Tout déchirer est un choix égoïste, Marie. Pense au scandale. Pense à ton enfant grandissant dans un foyer brisé. C'était la phrase clé. Le choix égoïste. Mon enfant grandira dans un foyer brisé parce que son père l'a brisé, rétorquai-je, ma voix tremblante d'une colère refoulée. La chose la plus égoïste que je puisse faire serait d'élever mon bébé dans une maison bâtie sur des mensonges et le manque de respect, d'enseigner à mon enfant que c'est à ça que ressemble un mariage. Je ne ferai pas ça. La conversation est terminée, Madame Delacroix. J'ai raccroché le téléphone, le cœur battant la chamade. L'appel était un rappel brutal du monde que je quittais. Un monde où la douleur d'une femme était un inconvénient à gérer, et la trahison d'un homme n'était qu'un désordre à balayer sous le tapis. À ce stade, j'ai envie de faire une pause, de vous parler un peu. C'est bizarre, non? On nous dit que les histoires d'amour finissent bien, que le mariage, c'est pour toujours, qu'on construit un nid douillet. Et puis un jour, tout s'écroule et pas en douceur. C'est brutal, salissant, et personne ne t'apprend ça à l'école. On ne te prépare pas à devoir te battre pour ta dignité, pour ta maison, pour ton enfant, contre l'homme que tu as épousé. C'est une bataille si intime, si personnelle, que ça en devient absurde. Pourquoi est-ce que les attentes de la société sont si fortes, si rigides, alors que la vie, elle, est si chaotique? Je n'avais jamais imaginé ça, jamais. Je pensais que l'amour était suffisant. Quel idiote j'ai été, parfois je me le dis encore. Mais est-ce que c'est de l'idiotie ou juste de l'espoir? Je ne sais plus. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre champ de bataille. Pendant ce temps, Sophia Muller, le catalyseur de toute l'implosion, vivait sa propre crise. Le récit de Julien à son égard avait été celui d'une séparation imminente. Il m'avait dépeinte comme froide, obsédée par ma carrière et émotionnellement distante. Il avait promis à Sophia que le bébé était une dernière tentative désespérée de ma part pour le piéger, mais que son cœur était avec elle. Il lui avait promis un avenir. La scène à la clinique, suivie d'appels paniqués et évasifs de Julien, ait brisé cette illusion. Une semaine après l'incident, un long email décousu de Sophia est arrivé dans mon dossier de courrier indésirable. Sujet. Je suis tellement, tellement désolé, Marie. Je sais que vous n'avez aucune raison de m'écouter et que vous me détestez probablement. Et vous en avez tout le droit. J'ai juste besoin de dire que j'ai été stupide. Julien, il m'a dit tant de choses. Il a dit que votre mariage était terminé, à part le nom. Il a dit que vous le saviez et que vous vous en fichiez. Il m'a fait croire que je le sauvais d'une vie de malheur. Vous voir ce jour-là, voir l'expression sur votre visage. J'ai réalisé que tout n'était que mensonge. J'ai tellement honte de mon rôle dans tout ça. Il m'a utilisé et il vous a blessé d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Je romps avec lui. Je voulais juste que vous le sachiez. Je suis tellement désolé. J'ai lu l'email 2 fois. J'ai ressenti un bref, fugitif scintillement de quelque chose d'apparenté à de la pitié pour la jeune femme.
Sophia était une pion, une autre victime de l'égoïsme pathologique de Julien. Mais la pitié était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai supprimé l'email sans répondre. Sophia Muller faisait partie d'une vie que je supprimais chirurgicalement. Il n'y avait pas besoin de contact supplémentaire. Julien, se battant maintenant sur deux fronts et perdant le soutien de sa maîtresse, est devenu plus désespéré. Ses tactiques sont passées de manipulatrices à menaçantes. Il a tenté de geler nos comptes bancaires conjoints, un acte que Sophie a rapidement contrecarré avec une ordonnance d'urgence du tribunal. Il m'a envoyé de longs SMS décousus au milieu de la nuit, tantôt mendiant le pardon, tantôt m'accusant de ruiner sa vie. Son coup de maître de cruauté est venu sous la forme d'une requête légale de maître Dufour. Il contestait officiellement la garde principale de l'enfant à naître, affirmant que mon comportement vindicatif et instable après notre séparation prouvait que je serais une mère incompétente. Lorsque Sophie me l'a annoncé, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Il ne peut pas être sérieux », murmurai-je, ma main se posant sur mon ventre. « Il est désespéré », dit Sophie, le visage sombre. « Il essaie de te faire peur, de te harceler pour obtenir un règlement qui lui soit favorable. Il n'a aucun fondement, Marie. Aucun juge au monde ne regarderait ses faits et n'accorderait la garde principale à un adultère avéré et calculateur. Mais nous devons nous battre et ce sera laid. La pensée de devoir prouver devant un tribunal que j'étais une mère apte à élever mon propre enfant était une violation presque aussi profonde que la trahison initiale. Julien n'essayait pas seulement de me quitter. Il essayait de me détruire, de prendre la seule chose qui me donnait maintenant une raison de vivre. C'est dans ce moment sombre, face à une bataille pour la garde véritablement vicieuse, que j'ai réalisé que le combat ne concernait plus seulement la maison ou l'argent. Il s'agissait de mon identité, de mon avenir et de mon enfant. Julien m'avait sous-estimé. Il pensait avoir épousé une femme qui aménageait de beaux espaces. Il allait découvrir qu'il avait épousé une femme prête à incendier toute la vilaine structure pour protéger ce qui était sien. Et j'avais une dernière carte à jouer, une information du rapport final de M. Lambert que Sophie et moi avions gardé en réserve, attendant le moment parfait pour frapper. Le rapport final de Pierre Lambert est arrivé non pas avec fracas, mais sous la forme d'une pièce jointe discrète à un email un jeudi matin pluvieux. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine, une tasse de tisane fumante et intacte à mes côtés, et j'ai lu son contenu sur mon ordinateur portable. Les premières pages étaient une confirmation sinistre de ce que je savais déjà. Plus de détails sur Sophia, plus de preuves des mensonges. C'était douloureux, mais un terrain connu. Puis j'ai atteint la dernière section intitulée « Irrégularité financière ». En lisant, le tambourinement rythmique de la pluie contre les carreaux de la fenêtre sembla s'estomper en un bourdonnement sourd. Compte fantôme, investissement non déclaré, détournement de fonds, malversation. Les mots jaillissaient de l'écran, froid et clinique. Pourtant, il peignait le portrait d'un homme que je ne connaissais pas du tout. Ce n'était pas seulement un homme qui avait rompu ses vœux. C'était un criminel. L'ampleur de la tromperie, le risque calculé et l'avidité étaient à couper le souffle. Une vague de fureur chaude et puissante m'a submergé, si intense qu'elle m'a étourdi. C'était une envie primale de rétribution. J'imaginais remettre le rapport aux autorités, observant la confiance arrogante sur le visage de Julien s'effondrer sous le poids d'une mise en examen public. J'envisageais sa photographie aux informations. Le nom Dubois a jamais terni. Le désir de vengeance était un doux poison sombre dans mes veines. Mais alors ma main se porta instinctivement à mon ventre, où un doux frisson me rappela la vie qui grandissait en moi. Lily, qu'est-ce qu'un scandale public signifierait pour elle? Un père en prison serait une ombre pour toute la vie. Le nom Dubois, un nom que je ne pouvais effacer de l'identité de mon enfant, deviendrait un synonyme de crime et de disgrâce.
Le soutien financier de l'enfant qui assurerait notre avenir s'évaporerait dans un maelstrom de frais juridiques et de paiements de restitution. Le feu de ma rage s'est refroidi en quelque chose de plus dur, de plus froid et de bien plus dangereux. La stratégie. La vengeance était une indulgence émotionnelle, une satisfaction éphémère qui aurait des conséquences permanentes et salissantes. Ce dont j'avais besoin, ce dont ma fille avait besoin, c'était d'une victoire nette et décisive, d'une amputation propre, pas d'une exécution publique sanglante. J'ai transmis l'email à Sophie avec une seule ligne. Appelle-moi. Il nous faut un nouveau plan de match. La réponse de Sophie fut immédiate. Marie, c'est une bombe atomique. C'est l'as de pique. Tout le jeu. On peut le détruire. Je ne veux pas le détruire, Sophie, dis-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Je veux qu'il disparaisse. Je veux qu'il soit effacé de nos vies si proprement qu'il ne reste qu'un chèque signé. On ne fait pas exploser cette bombe publiquement. On la lui montre et on lui fait savoir qu'on a le doigt sur le bouton. Un sourire lent et appréciatif se dessina sur le visage de Sophie, visible même au téléphone. Mon Dieu, Marie, quand tu te décides enfin à te battre, tu te bats pour gagner. J'aime ça. On garde ça. On attend. Il fera une erreur. Il nous donnera le moment parfait pour jouer notre carte. Ce moment parfait est arrivé une semaine plus tard, livré par un coursier. C'était une pétition formelle du cabinet de Maître Dufour. Julien contestait officiellement la garde principale. Le document était une œuvre de fiction, un récit odieux me présentant comme une femme vindicative et instable, dont le comportement erratique après notre séparation prouvait que j'étais une mère incapable et inapte. C'était une tactique conçue pour me terroriser et me soumettre. En lisant ces mots, j'ai ressenti une violation si profonde qu'elle a éclipsé la douleur de l'affaire. Il essayait d'utiliser notre enfant, mon enfant, comme une arme contre moi. Il menaçait l'essence même de mon identité, la seule chose pure et pleine d'espoir qu'il me restait. La peur était un nœud froid dans mon estomac, mais elle fut rapidement consumée par une colère blanche, clarifiante. Il venait de nous donner la justification dont nous avions besoin. Il a franchi la ligne, Sophie, dis-je, ma voix dangereusement calme. Organise la réunion. Il est temps de lui montrer la bombe. Aujourd'hui donc, je suis là, dans cette salle. Maître Dufour, par contre, a offert un sourire plein de dents. Marie, Sophie, merci d'être venue, a commencé Dufour, sa voix un baryton condescendant. Je suis ravi de voir que vous êtes prête à dépasser l'émotion de la situation et à être raisonnable. Nous pensons avoir une proposition plus que généreuse. Bien sûr, elle est subordonnée au retrait immédiat de cette pétition sans fondement et franchement incendiaire, et à une approche plus équitable et réaliste de la garde de l'enfant. Sophie a laissé le silence s'étirer après qu'il eut terminé, une pause délibérée et troublante. Elle n'a pas répondu à ses arguments. Au lieu de cela, elle a fouillé dans sa maillette en cuir et en a sorti un mince dossier noir. Il semblait inoffensif, mais je savais qu'il contenait la dévastation. D'un léger froissement de papier sur bois, Sophie l'a fait glisser sur la vaste table en acajou jusqu'à ce qu'il s'arrête directement devant Dufour. Avant de discuter de l'idée de générosité de votre client, a dit Sophie, sa voix d'une douceur trompeuse. Peut-être aimeriez-vous consulter les dernières découvertes de notre cabinet. Considérez-le comme une information complémentaire. Le sourire de Dufour s'est tendu. Agacé par la déviation de son script, il a pris le dossier avec un soupir et l'a ouvert. Le changement a été instantané et fascinant à observer. L'assurance suffisante a fui de son visage comme si un bouchon avait été tiré. Ses épaules, autrefois carrées et arrogantes, se sont affaissées. Son teint est devenu d'un gris maladif et pâteux, alors que ses yeux parcouraient le résumé d'une seule page. Les numéros de compte, la somme estimée du détournement de fonds, le nom de l'informateur. Il a levé les yeux du papier, son masque professionnel brisé, et a regardé Sophie avec un air de pur choc. Puis son regard a fusé vers Julien.
Julien avait observé avec une curiosité détachée, mais en voyant le regard sur le visage de son avocat, sa propre expression a changé, passant de la confusion à l'alarme. Il s'est penché pour voir le papier. J'ai observé son visage subir une série rapide et brutale de transformations, de la confusion à la reconnaissance naissante, de la reconnaissance à la panique animale pure. Il a finalement levé la tête et m'a regardé directement. Dans ses yeux, je n'ai vu ni amour, ni remords, seulement la peur primale et brute d'un animal piégé. Il savait qu'il était pris. Dufour, tâtonnant pour retrouver son sang-froid, s'est éclairci la gorge. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? A-t-il bégayé, sa voix une faible imitation de sa force antérieure? Cela, a dit Sophie, se penchant en avant. Sa voix, maintenant dure comme de la pierre, est notre contre-offre. Elle n'est pas ouverte à la négociation. Ma cliente Marie recevra le titre de propriété complet et libre de toute charge de la maison de la rue des Tilleuls. Elle recevra la garde physique et légale exclusive de son enfant, maintenant et pour toujours. Une fiducie de soutien financier non négociable de 7 chiffres sera établie et financée dans les 30 jours. Votre client renoncera à tous ses droits et réclamations futures sur tous les biens matrimoniaux. Il signera aujourd'hui. Elle a laissé les termes s'imprégner, puis a asséné le coup de grâce. En échange de son accord immédiat, inconditionnel et total à ces termes, a-t-elle poursuivi, son regard se tournant vers Julien. Ce dossier et la montagne de preuves qu'il représente seront définitivement scellés. Il ne sera pas envoyé au conseil d'administration de votre cabinet. Il ne sera pas remis à la courbe et il ne trouvera certainement pas son chemin vers le procureur de Paris. Elle a fait une pause, sa voix tombant presque en un murmure. Mais si vous refusez, si vous hésitez ou si jamais, pour le reste de la vie de votre enfant, vous tentez de contester cet accord de garde, nous vous brûlerons au sol, c'est parfaitement clair. La pièce était totalement silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation. Dufour était rendu muet, fixant le résumé dévastateur qui mettait fin à sa carrière dans ses mains. Julien s'était recroquevillé dans son costume coûteux. Le financier arrogant avait disparu, remplacé par un homme vidé, échec et mat et complètement brisé. Il fixait ses mains sur la table, incapable de parler. L'heure qu'il leur avait accordée n'a pas été nécessaire. Dufour a conseillé son client un chuchotement frénétique, et un nouvel accord de règlement a été rédigé sur le champ. Alors que Julien prenait le stylo pour renoncer à sa maison, à son mariage et à ses droits parentaux, sa main tremblait si violemment qu'il pouvait à peine former son propre nom. Il ne m'a plus jamais regardé. Il a signé la dernière page et est sorti de la pièce, un fantôme quittant la scène de sa propre hantise. 3 mois plus tard, après 22 heures de travail, j'ai donné naissance à une belle petite fille de 3 kilos qui a poussé un cri puissant. Je l'ai appelée Lily. En tenant de ma fille pour la première fois, peau contre peau, j'ai ressenti une vague d'amour si féroce et absolue qu'elle a balayé les derniers vestiges de douleur et de colère. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque choix difficile m'avait mené à ce moment sacré et parfait. Tout en valait la peine. La maison de la rue des Tilleuls a subi un baptême. Les gris sombres et les tons neutres froids ont été remplacés par des crèmes chaudes, des lins doux et des touches de couleurs vives. La chambre de bébé a été peinte d'un orange levé de soleil brillant et joyeux. La chambre principale, autrefois un lieu de trahison, était maintenant un sanctuaire serein dans des tons de vert et d'ivoire. Pièce par pièce, j'effaçais le passé, construisant un nouveau monde sur ses fondations. Un soir frais d'automne, j'étais assise dans un fauteuil à bascule dans la chambre orange. Lily dormait paisiblement contre ma poitrine. Je regardais la rue tranquille, les feuilles des arbres tournant à l'or et au rouge. J'avais appris par Sophie que Julien avait été licencié. L'entreprise avait cité une perte de confiance. Il avait vendu sa voiture, liquidé ses actifs pour financer la fiducie, et s'était installé quelque part dans l'Ouest, disparaissant de la vie qu'il avait si spectaculairement détruite.
Sophia n'était qu'une note de boss de page, un fantôme d'une histoire qui n'avait plus d'importance. J'ai regardé le visage minuscule et parfait de Lily, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme régulier et paisible. La photo d'échographie, celle que j'avais serrée comme un talisman en quittant la clinique ce jour-là, était dans un cadre en argent sur la commode. Ce n'était plus un symbole de trahison. C'était un marqueur de mon indépendance, le premier artefact de ma nouvelle vie. J'avais traversé une tempête et j'en étais sorti non seulement intact, mais plus forte, plus féroce et plus sûr de moi que jamais. Ma maison n'était pas seulement une collection de belles choses, c'était une forteresse, et mon cœur, autrefois brisé, était maintenant entièrement occupé par un amour pur, inconditionnel et entièrement le mien. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est ça la vie, n'est-ce pas? Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'est la mienne.